Au printemps 1457, l'Albanie traverse sa pire crise depuis le début de la révolte contre l'Empire ottoman. 13 ans plus tôt, en 1444, un jeune général ottoman du nom de Gjergj Kastrioti avait trahi son maître, le sultan Murad II. Ce guerrier albanais, que les Turcs appelaient Iskander Bey, seigneur Alexandre, avait retourné ses armes contre l'empire qu'il avait élevé. Devenu Skanderbeg pour son peuple, il avait transformé l'Albanie en une forteresse imprenable où les armées ottomanes venaient de se briser les unes après les autres. Mais en 1457, tout s'effondre. 2 ans plus tôt, Skanderbeg a subi sa première défaite majeure au siège de Berat. Cette erreur tactique a coûté cher. Des milliers d'Albanais sont morts devant les murailles de cette forteresse et le prestige de Skanderbeg en a pris un coup. Les princes albanais qui le suivaient commencent à douter. Certains regardent déjà vers Constantinople, se demandant s'ils n'ont pas parié sur le mauvais cheval. La République de Venise, qui contrôle plusieurs villes côtières albanaises, sent le vent tourner. Les Vénitiens multiplient les provocations contre Skanderbeg. Ils capturent la forteresse de Dagnum, un point stratégique crucial. Leurs agents répandent des rumeurs selon lesquelles le héros albanais n'est plus qu'une ombre de lui-même, un chef vieillissant qui a perdu son aura d'invincibilité. Les Vénitiens ont une raison supplémentaire de souhaiter la chute de Skanderbeg. Cet homme gêne leurs ambitions commerciales dans l'Adriatique. Ils vont jusqu'à offrir une pension à vie de 100 ducats d'or à quiconque assassinera le prince albanais. 100 ducats, c'est le salaire de plusieurs années pour un homme ordinaire. Cette mise à prix montre à quel point Skanderbeg dérange les puissances de l'époque. Le sultan Mehmed II, celui-là même qui a conquis Constantinople 4 ans plus tôt, en 1453, observe la situation avec un intérêt renouvelé. Constantinople, la ville qui avait résisté pendant plus de 1000 ans à tous les assauts, est tombée sous ses coups. Si Mehmed a pu briser l'empire byzantin, pourquoi ne parviendrait-il pas à écraser ce petit prince albanais qui lui tient tête depuis plus d'une décennie? Le sultan envoie ses émissaires en Albanie. Leur mission, trouver des traîtres parmi les nobles albanais. Et ils n'ont pas à chercher longtemps. Hamza Kastrioti n'est pas un noble albanais comme les autres. C'est le neveu de Skanderbeg, son propre sang. L'homme qui aurait dû être l'héritier naturel du prince albanais. Pendant des années, Hamza s'est battu aux côtés de son oncle. Il était là en 1443, quand Skanderbeg a déserté l'armée ottomane lors de la bataille de Niš. Il était là quand ils ont pris la forteresse de Krujé en utilisant une fausse lettre du sultan. Il était là lors des premières victoires contre les Turcs, quand tout semblait possible. Hamza avait accepté son rôle de bras droit fidèle. Après tout, Skanderbeg n'avait pas d'enfant. Le pouvoir reviendrait naturellement à son neveu un jour. Hamza patientait, se préparait, se formait pour devenir le futur prince d'Albanie. Mais en 1456, tout change. Skanderbeg épouse Donika Aryaniti, fille d'un puissant seigneur albanais. Quelques mois plus tard, en 1457, Donika donne naissance à un fils, Gion, un héritier direct. En un instant, tous les espoirs de Hamza s'effondrent. Il ne sera jamais prince d'Albanie. Sa vie entière de dévouement, de combat, de sacrifice ne lui donnera aucun pouvoir. Il restera à jamais dans l'ombre de son oncle, puis dans celle du fils de son oncle. L'amertume ronge Hamza. Il regarde ce bébé et voit son avenir lui échapper. Les autres nobles albanais le regardent différemment maintenant. Hier, ils voyaient en lui le futur chef de la Ligue de l'Ezeu. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un lieutenant parmi d'autres. Les émissaires du sultan trouvent Hamza dans cet état d'esprit. Ils lui parlent, doucement d'abord. Il lui rappelle son passé, quand il était un janissaire ottoman respecté. Il lui parle de pouvoir, de richesse, de vengeance. Le sultan Mehmed II est généreux avec ceux qui le servent bien, disent-ils. Très généreux, une nuit, Hamza prend sa décision. Il quitte le camp albanais et traverse les lignes pour rejoindre les Ottomans. Cette défection fait l'effet d'un tremblement de terre. Hamza n'est pas seulement le neveu de Skanderbeg, c'est l'un de ses généraux les plus brillants, l'un de ceux qui connaissent le mieux les tactiques albanaises. Il sait comment Skanderbeg pense, comment il se bat, où sont ses faiblesses. Mehmed II reçoit Hamza avec tous les honneurs. Le sultan lui promet de lui donner le contrôle de toute l'Albanie une fois qu'elle sera conquise. Hamza pourra être le prince que son oncle l'a empêché de devenir. Il suffira d'abord de détruire Skanderbeg. Hamza se reconvertit à l'islam, abandonnant le christianisme qu'il avait adopté 14 ans plus tôt, en rejoignant la rébellion de son oncle. Pour Skanderbeg, cette trahison est un coup de poignard dans le dos.
Pire qu'une défaite militaire, c'est sa propre chair et son sang qui le rejettent. En mai 1457, une armée ottomane comme l'Albanie n'en a jamais vu se met en marche. Les sources historiques parlent de 80 000 hommes, peut-être même plus. Des régiments entiers convergent vers les Balkans depuis l'Anatolie et la Roumélie. Mehmed II a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette épine albanaise qui blesse son empire depuis trop longtemps. À la tête de cette armée, le sultan place 2 commandants. Le premier est Ishak Bey Evrenoz, un vétéran des guerres balkaniques. Cet homme a écrasé la première rébellion du père de Skanderbeg en 1430. Il connaît le terrain albanais comme sa poche. Il a mené l'attaque victorieuse contre Berat en 1455, infligeant à Skanderbeg sa première défaite sérieuse. Ishak Bey est méthodique, prudent, impitoyable. Le second commandant est Hamza Kastrioti. Son rôle n'est pas seulement militaire. Hamza doit servir de guide, de consultant, d'expert en tactiques albanaises. Il connaît chaque montagne, chaque col, chaque forêt où Skanderbeg pourrait tendre une embuscade. Il sait comment son oncle divise ses forces, comment il utilise le terrain, comment il attire ses ennemis dans des pièges. L'armée ottomane entre en Albanie par l'est, traversant la vallée de la rivière Mat. C'est une mer humaine qui déferle sur le pays. Les avant-gardes sont composés d'Akinseux, ces cavaliers légers ottomans spécialisés dans le raid et le pillage. Derrière eux marchent les régiments de janissaires, l'élite de l'armée ottomane, ces soldats d'infanterie réputés invincibles. Puis viennent les Sipahi, la cavalerie lourde, suivie des régiments anatoliens et des troupes auxiliaires. Les villages albanais sur leur passage sont mis à sac. Les Ottomans brûlent, pillent, massacrent. Ils veulent terroriser la population, montrer que résister à l'Empire est inutile. Chaque village qui tombe envoie un message. Skanderbeg ne peut plus vous protéger. Les éclaireurs ottomans s'avancent jusqu'à Shkoder, au nord, cherchant la trace de l'armée albanaise. Mais ils ne trouvent rien. Pas de campement, pas de troupes, pas de préparatifs de bataille. Rien. Ishak Bey hésite à marcher directement sur Krüge, la forteresse de Skanderbeg. Attaquer cette citadelle, sans avoir d'abord localisé et détruit l'armée albanaise, serait une erreur tactique. Il faut d'abord écraser les forces de campagne de Skanderbeg, puis assiéger tranquillement ses forteresses. Mais où est passé Skanderbeg? Juillet 1457. Puis où? L'armée ottomane occupe la vallée de la Mat depuis plus de 2 mois maintenant. Elle a ravagé le pays, capturé plusieurs petites forteresses, établi un camp fortifié dans la plaine d'Oujebarda, les yeux blanches, non loin du mont Tumenishta. Mais toujours aucune trace de Skanderbeg et de son armée. Les rumeurs les plus folles circulent. À Durée, les Vénitiens alimentent la panique. Ils répandent le bruit que Skanderbeg a fui l'Albanie, qu'il s'est enfui en Italie pour échapper à la colère ottomane. D'autres disent que ses propres hommes l'ont trahi et assassiné, que son corps gît quelque part dans les montagnes. Certains prétendent qu'il s'est retiré dans un monastère. Ayant renoncé à la lutte, le 31 juillet, le capitaine vénitien de Durès, Marco Diedo, envoie un rapport au doge de Venise. Le grand Skanderbeg a pris les montagnes pour sauver sa tête et tous l'ont abandonné. Ces rumeurs ne sont pas innocentes. Les Vénitiens veulent que les princes albanais perdent espoir et se soumettent aux Ottomans. Mais ces rumeurs servent aussi, sans que Venise le sache, les plans de Skanderbeg. Ishak Bey et Hamza commencent à croire que ces histoires sont vraies. Leurs patrouilles parcourent les montagnes sans rien trouver. La population locale, interrogée et souvent torturée, refuse de parler. Les paysans albanais prétendent ne rien savoir, n'avoir rien vu. Mais ce silence même est suspect. Hamza connaît son oncle. Il sait que Skanderbeg ne fuirait jamais. Mais alors, où se cache-t-il? Et surtout, avec quelle armée? Les désertions après la défaite de Berat ont été nombreuses. Skanderbeg peut-il encore aligner plus de 8 000 à 10 000 hommes? Face à 80 000 Ottomans, que peut-il espérer accomplir? Au fil des semaines, la certitude grandit dans le camp ottoman. Skanderbeg a été vaincu sans même combattre. La simple taille de l'armée turque l'a découragé. Il s'est enfui ou se cache quelque part, attendant que l'orage passe. Ishak Bey et Hamza commencent à discuter du retrait. L'été tire à sa fin. Les provisions commencent à manquer. Maintenir une armée de 80 000 hommes sur le terrain coûte une fortune. Le sultan voulait une victoire rapide et décisive. Au lieu de cela, ses troupes pataugent dans la boue albanaise depuis des mois sans rien accomplir. Fin août, les premiers contingents ottomans commencent à se replier. La campagne n'a pas atteint ses objectifs, mais au moins l'Albanie a été ravagée. Skanderbeg, où qu'il soit, devra des années pour se remettre de ses destructions.
Ce que les Ottomans ne savent pas, c'est que dans les montagnes qui entourent leur camp, des milliers d'yeux les observent. Pendant tout l'été, Skanderbeg n'a pas disparu. Il a simplement appliqué une tactique radicalement nouvelle, une stratégie que personne n'attend de lui. Dès que l'armée ottomane est entrée en Albanie en mai, Skanderbeg a compris qu'une bataille rangée serait un suicide. Avec 8 000 à 10 000 hommes face à 80 000, les mathématiques sont cruelles. Même son génie tactique ne peut compenser un tel déséquilibre numérique. Et surtout, les deux commandants ottomans connaissent toutes ces ruses habituelles. Hamza sait comment Skanderbeg utilise les fausses retraites pour attirer ses ennemis dans des pièges. Il sait comment il divise ses forces pour lancer des attaques simultanées de plusieurs directions. Il sait comment il utilise la cavalerie cachée pour frapper les flancs ennemis. Toutes ces tactiques qui ont fait la gloire de Skanderbeg sont inutilisables contre son propre neveu. Skanderbeg doit donc inventer quelque chose de nouveau, quelque chose que même Hamza ne pourra prévoir. Il prend une décision audacieuse. Diviser son armée, non pas en 2 ou 3 groupes comme il le fait habituellement, mais en de multiples petites unités complètement indépendantes. Chaque groupe reçoit ses ordres, se cacher dans les montagnes, se déplacer constamment d'un endroit à l'autre, rester invisible, ne jamais attaquer, ne jamais se regrouper, et attendre le signal. Ces unités albanaises se fondent dans le paysage montagneux. Elles campent dans des grottes, dans des forêts denses, dans des vallées isolées que seuls les bergers locaux connaissent. Les paysans albanais, fidèles à Skanderbeg, leur apportent de la nourriture et des informations sur les mouvements ottomans. Des dépôts de provisions ont été constitués à l'avance dans des endroits secrets. Les Albanais deviennent des fantômes. Les patrouilles ottomanes passent à quelques centaines de mètres de leur campement sans rien voir. Quand une unité ottomane s'approche trop, les Albanais se déplacent silencieusement vers un autre refuge. Pendant ce temps, Skanderbeg observe. Caché dans les hauteurs, il suit l'armée ottomane avec une poignée de ses officiers les plus fidèles. Il voit les Turcs ravager son pays, brûler les villages, massacrer les paysans. La rage le consume, mais il ne bouge pas. Pas encore. Il joue un jeu psychologique subtil. Il envoie même un ambassadeur à Rome, un certain Gjergj Pietri, avec pour mission de dire au pape Calixte III que l'Albanie est perdue et a besoin d'aide pour chasser les Ottomans. Cette mission a un double objectif. Obtenir de l'aide de Rome, mais aussi faire croire aux espions ottomans que Skanderbeg a vraiment abandonné. Le pape, alarmé, envoie Jean de Navarre avec des fonds pour financer une croisade. Mais quand Navarre arrive en Albanie en septembre, la situation a déjà radicalement changé. Skanderbeg attend le bon moment. Il faut que les Ottomans soient convaincus de leur victoire. Il faut qu'ils baissent leur garde. Il faut qu'ils commencent à se retirer, fatigués, frustrés, leur vigilance endormie par des mois d'attente inutiles. À la fin août, ce moment arrive. Les éclaireurs albanais rapportent que les premières unités ottomanes quittent le camp d'Udje-Barda. Le gros de l'armée va bientôt suivre. C'est maintenant ou jamais. Skanderbeg envoie des messagers à toutes ces unités dispersées dans les montagnes. Le signal tant attendu, rassemblement près des collines de Tumenishta, mais ce rassemblement doit se faire en secret. Sans que les Ottomans le détectent, les petites unités albanaises commencent à converger, se déplaçant de nuit, utilisant les sentiers de montagne que seuls les locaux connaissent. Groupe après groupe, elles se rejoignent sur les hauteurs qui dominent le camp ottoman. Skanderbeg a choisi son point d'attaque avec soin. Les collines de Tumenishta dominent le côté est du camp ottoman, celui qui fait face aux forêts denses. C'est le point faible de la position turque. Ishak Bey a fortifié le côté nord, d'où il attendait une attaque, mais a négligé l'est. Le 1er septembre, l'armée albanaise est rassemblée. 8 à 10 000 hommes, peut-être un peu plus. Ils sont épuisés par 3 mois passés dans les montagnes, mais leur morale est intacte. Ils ont vu le plan de Skanderbeg fonctionner. Ils ont vu l'armée ottomane, si sûre d'elle en mai, devenir frustrée et confuse. Ils savent que leur chef a préparé quelque chose d'exceptionnel. Skanderbeg divise maintenant son armée en 3 groupes pour l'attaque finale. Le premier groupe frappera le centre du camp ottoman. Le deuxième et le troisième attaqueront les flancs. L'objectif n'est pas de détruire l'armée ottomane, c'est impossible avec les forces dont ils disposent, mais de créer une panique massive, de transformer l'avantage numérique ottoman en désavantage en le piégeant dans son propre camp. Le 2 septembre 1457 au matin, Skanderbeg grimpe sur un sommet avec quelques-uns de ses hommes les plus fiables pour observer le camp ennemi une dernière fois. En bas, dans la plaine, 80 000 Ottomans se préparent à leur journée, sans savoir ce qui les attend. Les Turcs se reposent.
Après des mois de marche, de patrouille, de vigilance inutile, ils relâchent leur attention. Beaucoup dorment encore. D'autres préparent le petit déjeuner. Les gardes sont moins nombreux que d'habitude. Pourquoi s'inquiéter? Skanderbeg a disparu, n'est-ce pas? Skanderbeg redescend de son poste d'observation. Il donne ses derniers ordres. Son plan est d'approcher le plus possible du camp ottoman avant d'être détecté, puis de lancer un assaut foudroyant avant que les Turcs puissent s'organiser. Avec ses meilleurs hommes, il s'avance vers les gardes ottomans qui surveillent le périmètre du camp. Le plan est de les éliminer silencieusement. Mais un garde plus vigilant que les autres aperçoit les silhouettes albanaises dans la lumière matinale. L'homme comprend immédiatement ce qui se passe. Le garde crie de toutes ses forces avant de s'enfuir vers le camp. Skanderbeg! Skanderbeg est ici! Le piège vient de se refermer, mais pas comme prévu. Le cri du garde ottoman retentit dans le camp comme un coup de tonnerre. Skanderbeg arrive! Dans la seconde qui suit, le silence paisible du matin se transforme en chaos absolu. Skanderbeg n'a plus le choix. Il ne peut plus compter sur l'effet de surprise totale qu'il espérait. Mais il a encore un avantage crucial. L'armée ottomane est complètement dispersée dans son camp, sans formation de combat, sans ordre de bataille, sans commandement centralisé. Les officiers dorment, les soldats sont désarmés ou en train de manger. C'est une armée, pas une force prête au combat. Skanderbeg donne l'ordre d'attaque générale. Les trois groupes albanais déferlent des collines de Tumenishta en poussant des cris de guerre qui glacent le sang. Les tambours albanais résonnent, les cornes de guerre retentissent. Pour les Ottomans qui se réveillent en sursaut, c'est comme si toutes les montagnes environnantes avaient pris vie et vomissaient des guerriers. Les premiers à subir l'assaut sont les gardes du périmètre Est. Ils sont submergés en quelques minutes. Les Albanais ne font pas de quartier. Ils tuent tout ce qui se trouve sur leur passage et foncent vers l'intérieur du camp. Dans le camp ottoman, c'est la panique la plus totale. Des milliers d'hommes courent dans tous les sens, cherchant leurs armes, essayant de comprendre d'où vient l'attaque, cherchant leurs officiers. Personne ne sait quoi faire. Les rumeurs les plus folles se répandent. Skanderbeg a 50 000 hommes. Il attaque de toutes les directions. Nous sommes encerclés. Hamza Castriotti, qui se réveille dans sa tente au son des cris, comprend immédiatement ce qui se passe. Son oncle a réussi. Il a gardé son armée cachée pendant 3 mois et frappe maintenant au moment où personne ne s'y attend. Hamza saisit ses armes et sort de sa tente en hurlant des ordres. Il faut rassembler les hommes, former des lignes de défense, organiser une contre-attaque. Mais ses cris se perdent dans le tumulte général. Autour de lui, des soldats ottomans courent en désordre. Certains fuient vers le nord, d'autres vers le sud. Personne ne sait où est l'ennemi exactement, combien ils sont, où frapper. Hamza essaie désespérément de rallier les troupes proches de lui. Il crie que les Albanais sont peu nombreux, qu'il ne faut pas paniquer. Quelques centaines de soldats se regroupent autour de lui. Mais au moment où il commence à organiser une formation défensive, le deuxième groupe d'attaque albanais surgit d'une direction complètement différente. Les Albanais ont choisi leur moment et leur tactique à la perfection. Ils attaquent un camp désorganisé où les soldats sont éparpillés et incapables de se coordonner. Chaque groupe albanais qui charge trouve des Ottomans isolés, confus, faciles à massacrer. Ishak Bey, de son côté, essaie lui aussi de prendre la situation en main. Ce vétéran a vu assez de batailles pour savoir que la panique est plus meurtrière que n'importe quel ennemi. Il rassemble son état-major et envoie des messagers dans tout le camp avec des ordres. Les janissaires doivent former un carré défensif au centre. La cavalerie doit monter et charger les Albanais. L'infanterie doit tenir les approches nord, mais ces ordres arrivent trop tard et de façon trop désordonnée. Une partie des janissaires commence effectivement à former des rangs au centre du camp. Mais avant qu'ils puissent créer une formation solide, le troisième groupe albanais les frappe de flanc. Les janissaires, attaqués alors qu'ils ne sont qu'à moitié formés, subissent de lourdes pertes. La cavalerie ottomane essaie de monter en selle, mais dans la confusion du camp, les chevaux paniquent. Beaucoup de cavaliers ne trouvent même pas leur monture. Ceux qui parviennent à monter se retrouvent pris dans la masse des fantassins qui fuient. Impossible de charger dans ces conditions. Skanderbeg est partout à la fois. Il commande le groupe central et mène personnellement plusieurs charges dévastatrices. Ces hommes le suivent avec une détermination fanatique. Ils ont attendu 3 mois ce moment. 3 mois à se cacher, à fuir, à subir. Maintenant, c'est leur tour. Les Albanais se concentrent sur les tentes des officiers, les dépôts de ravitaillement, les étendards. Ils savent que détruire le commandement ottoman
est plus important que tuer des soldats ordinaires. Chaque officier abattu augmente la confusion ennemie. Chaque étendard capturé sème davantage la panique. Au cœur du combat, Hamza se bat comme un lion. Il a rassemblé quelques centaines d'hommes autour de lui et tente de créer un point de résistance. Pendant un moment, il semble réussir. Ses soldats, encouragés par sa bravoure, tiennent bon et repoussent plusieurs assauts albanais. Mais les autres groupes albanais convergent vers cette poche de résistance. Hamza se retrouve progressivement encerclé. Il continue à crier que les Albanais sont peu nombreux, qu'il faut tenir, que des renforts arrivent. Mais ces hommes regardent autour d'eux et voient des Albanais partout, venant de toutes les directions. L'illusion d'être encerclé par une force énorme est parfaite. En réalité, Skanderbeg n'a peut-être que 10 000 hommes contre 80 000. Mais en attaquant simultanément de 3 directions un camp désorganisé, il donne l'impression d'avoir une armée massive. Les soldats ottomans ne voient que l'ennemi qui les charge de partout. La panique atteint son paroxysme quand des rumeurs se répandent que les Albanais ont coupé les routes de retraite. Ce n'est pas vrai, Skanderbeg n'a pas assez d'hommes pour bloquer tous les passages, mais personne ne le sait. Les soldats ottomans, convaincus d'être pris au piège, abandonnent toute idée de résistance organisée. C'est maintenant une fuite éperdue. Des milliers d'Ottomans jettent leurs armes et courent vers le nord, cherchant à échapper au massacre. D'autres se rendent en masse, levant les mains et implorant la pitié. Certains se cachent dans leurs tentes, sous des chariots, dans les fossés, espérant que les Albanais les épargneront. La formation autour de Hamza finit par céder. Submergé par le nombre, épuisé, désespéré, Hamza est capturé vivant par les hommes de Skanderbeg. Pour lui, c'est l'humiliation suprême. Non seulement il a perdu, mais il va maintenant faire face à l'oncle qui l'a trahi. Ishak Bey, voyant que tout est perdu, réussit à s'échapper avec une partie de sa garde personnelle. Ses cavaliers d'élite chargent à travers les lignes albanaises et parviennent à se frayer un chemin vers le nord. Ishak Bey est un survivant. Il a perdu la bataille, perdu son armée, mais il sauvera au moins sa peau pour raconter ce désastre au sultan. Le combat continue pendant des heures. Les Albanais poursuivent les fuyards, capturent les prisonniers, pillent le camp. Les richesses accumulées par l'armée ottomane pendant des mois de pillage en Albanie tombent maintenant entre les mains des vainqueurs. Des chariots entiers de butin, des milliers d'armes, des armures, des provisions, des tentes, des chevaux. Quand le soleil commence à décliner, le massacre prend fin. Le camp ottoman n'est plus qu'un champ de ruines et de cadavres. Le nombre exact de morts ottomans reste sujet à débat. Certaines sources parlent de 30 000 morts. C'est probablement une exagération. Mais même en étant conservateur, les pertes ottomanes sont catastrophiques. Peut-être 15 000 morts dans le combat et la fuite qui a suivi. Et 15 000 prisonniers, dont beaucoup sont des officiers de haut rang. Les Albanais ont capturé 24 étendards de guerre ottomans. Dans la tradition militaire de l'époque, perdre son étendard est la pire honte qui puisse arriver à une unité. Ces 24 bannières capturées représentent 24 régiments détruits ou dispersés. Les pertes albanaises sont minimes en comparaison. Quelques centaines d'hommes, peut-être un millier au maximum. Pour Skanderbeg, c'est une victoire presque parfaite. Une victoire qui rachète la défaite de Berat. Une victoire qui prouve que le vieil aigle albanais n'a rien perdu de ses griffes. Le soir même de la bataille, on amène Hamza Kastrioti devant son oncle. Les deux hommes ne se sont pas vus depuis la défection de Hamza quelques mois plus tôt. Skanderbeg, couvert de sang et de poussière, regarde son neveu les mains liées. L'histoire ne nous dit pas exactement quels mots ont été échangés lors de cette rencontre, mais on peut imaginer l'intensité du moment. Skanderbeg face à l'homme qu'il a élevé comme un fils, l'homme qu'il a formé au combat, l'homme qu'il destinait à lui succéder. Et cet homme l'a trahi pour une promesse de pouvoir. Hamza est enchaîné. Son destin va se décider dans les prochaines heures. Beaucoup de soldats albanais réclament sa tête. Pour eux, Hamza est le pire des traîtres. Il ne s'est pas contenté de rejoindre l'ennemi. Il a guidé une armée ottomane pour détruire son propre pays. Mais Skanderbeg ne peut se résoudre à exécuter son neveu. Malgré la trahison, malgré la colère, le lien familial reste trop fort. Ou peut-être que Skanderbeg comprend les motivations de Hamza mieux que quiconque. Après tout, lui-même a servi les Ottomans pendant des années avant de se retourner contre eux. La différence, c'est qu'il s'est retourné contre des étrangers qui avaient asservi son peuple, pas contre sa propre famille. Skanderbeg prend une décision diplomatique. Il envoie Hamza à Naples, en Italie, comme prisonnier.
Le roi Alphonse d'Aragon, allié de Skanderbeg, accepte de garder le traître en détention. C'est une solution qui satisfait tout le monde. Hamza ne sera pas exécuté, mais il ne pourra plus nuire non plus. Hamza passera quelques années à Naples, puis il sera libéré et retournera à Constantinople rejoindre sa femme et ses enfants qui l'y attendaient. Il reprendra du service dans l'armée ottomane, mais ne jouera plus jamais un rôle majeur. Il finira sa vie dans l'obscurité, loin de l'Albanie qu'il a trahi et loin du pouvoir qu'il convoitait tant. Pour les Albanais, la perte de Hamza est considérée comme une tragédie, non pas à cause de sa trahison, mais à cause de ce qu'elle représente. Hamza était l'un des généraux les plus brillants de Skanderbeg, populaire parmi les troupes, respecté pour sa bravoure. Avec lui, la Ligue de l'Aiseux perd l'homme qui aurait pu continuer l'œuvre de Skanderbeg après sa mort. L'histoire prendra un cours différent à cause de cette défection. Dans les jours qui suivent la bataille d'Albulena, la nouvelle de la victoire se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Les messagers albanais galopent vers Rome, Venise, Naples, apportant l'incroyable nouvelle. Skanderbeg a écrasé une armée ottomane de 80 000 hommes avec moins de 10 000 Albanais. En Europe chrétienne, c'est l'euphorie. Depuis la chute de Constantinople en 1453, le moral est au plus bas. L'Empire ottoman semble invincible. Ses armées ont balayé les Balkans, menacent la Hongrie, contrôlent la Méditerranée orientale. Et voilà qu'un petit prince albanais, avec une poignée d'hommes, inflige aux Turcs l'une de leurs pires défaites. Le pape Calixte III, qui avait envoyé Jean de Navarre avec des fonds pour aider l'Albanie, est soulagé et ravi. Les nouvelles qu'il avait reçues en juillet parlaient d'une Albanie conquise et d'un Skanderbeg vaincu. Maintenant, en septembre, la situation est complètement inversée. À Rome, on parle de confier à Skanderbeg le commandement suprême d'une nouvelle croisade contre les Ottomans. Le congrès de Mantoue envisage sérieusement cette option. Skanderbeg n'est pas seulement un héros militaire, c'est le seul chef chrétien qui a prouvé qu'il pouvait vaincre les Ottomans encore et encore. L'historien ottoman Franz Babinger, pourtant peu enclin à glorifier les ennemis de l'Empire, décrira plus tard la bataille d'Albulena comme la plus brillante victoire de Skanderbeg. Cette reconnaissance de la part d'un historien ottoman montre à quel point cette défaite a marqué les esprits à Constantinople. Pour l'armée albanaise, l'effet sur le moral est immense. Après la défaite de Berat, beaucoup doutaient. Après les trahisons successives de nobles albanais qui rejoignaient les Ottomans, l'avenir semblait sombre. La défection de Hamza, en particulier, avait ébranlé la confiance des troupes, mais Albulena change tout. Les soldats albanais comprennent qu'ils suivent un génie militaire. Skanderbeg leur a fait faire l'impossible. Rester cachés pendant 3 mois dans les montagnes, puis écraser en une matinée une armée 10 fois supérieure en nombre. Les désertions, si fréquentes après Berat, disparaissent presque complètement. Les hommes veulent se battre aux côtés de cet homme qui transforme chaque bataille en légende. Les princes albanais qui avaient envisagé de changer de camp se ravisent rapidement. Skanderbeg n'est pas fini. Il est même plus dangereux que jamais. Rejoindre les Ottomans maintenant serait un pari risqué. À Constantinople, c'est la consternation. Mehmed II avait envoyé 80 000 hommes pour régler le problème albanais une bonne fois pour toutes. Il a perdu peut-être 30 000 hommes, morts ou prisonniers, et n'a rien accompli. Pire, il a renforcé la position de son ennemi. Le sultan envoie un émissaire à Skanderbeg quelques semaines après la bataille. Officiellement, l'émissaire vient pour négocier la libération des prisonniers de haut rang et des porte-étendards capturés. Mehmed II est prêt à payer une fortune pour récupérer ses officiers et ses bannières. Mais l'émissaire a aussi une mission secrète, négocier une trêve. Mehmed II a d'autres guerres à mener. Les Vénitiens lui causent des problèmes en Grèce, les Hongrois se renforcent au nord. L'Albanie devient un boulet qui immobilise trop de ressources pour trop peu de résultats. Skanderbeg reçoit l'émissaire ottoman avec tous les honneurs. Il accepte de libérer certains prisonniers contre une rançon substantielle. Mais quand l'émissaire aborde la question d'une trêve, Skanderbeg pose ses conditions. Le sultan doit lui rendre Svetigrad et Berat, 2 forteresses que les Ottomans ont capturées en 1448 et 1450. Ces conditions sont inacceptables pour Mehmed II. Rendre des forteresses, conquises après une défaite, jamais. L'émissaire repart bredouille. Il n'y aura pas de trêve pour l'instant. Skanderbeg, prévoyant que le refus ottoman mènera à de nouvelles invasions, renforce ses garnisons autour de Svetigrad et d'autres points stratégiques. Il utilise le butin capturé à Albulena pour payer ses soldats et acheter des provisions.
Il sait que cette victoire ne signifie pas la fin de la guerre, juste une pause. La bataille d'Albulena a un effet inattendu sur la République de Venise. Les Vénitiens, qui avaient si activement travaillé à affaiblir Skanderbeg, se retrouvent maintenant dans une position délicate. Pendant tout l'été 1457, Venise avait joué double jeu. Officiellement neutre, la République avait en réalité encouragé l'invasion ottomane. Les capitaines vénitiens, à Durrës et dans d'autres ports, avaient répandu des rumeurs défaitistes, provoqué Skanderbeg, saisi Dagnum et généralement fait tout leur possible pour que l'Albanie tombe. Mais maintenant que Skanderbeg a gagné, Venise se trouve dans une situation embarrassante. La République ne peut pas se permettre d'être vue comme pro-ottomane à un moment où toute l'Europe chrétienne célèbre la victoire albanaise. Le pape, les royaumes d'Espagne et d'Italie, tous regardent Venise avec suspicion. Skanderbeg, lui, n'a pas oublié les provocations vénitiennes. Il envoie un ultimatum à Venise. La République doit cesser ses provocations ou la guerre sera déclarée. C'est une menace sérieuse. L'armée albanaise vient de prouver sa capacité à battre des forces bien supérieures en nombre. Venise recule. Les relations entre l'Albanie et la République sont au plus bas, mais une guerre ouverte est évitée. Les Vénitiens comprennent qu'avec une nouvelle croisade envisagée contre les Ottomans, ils ne peuvent pas se permettre d'apparaître comme des alliés des Turcs. Ils adoucissent leur position envers Skanderbeg, tout en continuant secrètement à comploter contre lui. La victoire d'Albulena donne à l'Albanie 3 précieuses années de répit relatif. Entre 1457 et 1460, il n'y a pas de grande invasion ottomane. Mehmed II est occupé ailleurs. Il consolide sa conquête de la Grèce, combat les Vénitiens, prépare une campagne contre la Moldavie. Skanderbeg utilise ces 3 années pour reconstruire son pays. Les villages brûlés par l'invasion de 1457 sont relevés. Les forteresses sont renforcées. L'armée est réorganisée et entraînée. Les alliances européennes sont consolidées. En 1460, Mehmed II propose enfin une trêve officielle à Skanderbeg. Le sultan a besoin de stabiliser ses frontières balkaniques avant de lancer de nouvelles offensives ailleurs. La trêve est signée et durera 3 ans. Pendant cette période, Skanderbeg fait quelque chose d'inattendu. Il part pour l'Italie. Le roi Alphonse d'Aragon est mort en 1458. Son fils Ferdinand Ier se retrouve contesté par plusieurs rivaux. Des barons rebelles, soutenus par la France, menacent le trône napolitain. Ferdinand appelle Skanderbeg à l'aide. Le prince albanais débarque en Italie avec quelques milliers de ses meilleurs guerriers. Il combat pour Ferdinand avec le même génie tactique qu'il déploie contre les Ottomans. Les batailles qu'il livre en Italie en 1461 et 1462 ajoutent encore à sa légende. Ferdinand conserve son trône en grande partie grâce à l'intervention albanaise. Cette expédition italienne n'est pas seulement un acte de fidélité envers un allié, c'est aussi un investissement stratégique. Skanderbeg sait que l'Albanie a besoin du soutien des royaumes italiens pour survivre. En aidant Ferdinand, il s'assure que Naples restera un allié fidèle. Quand Skanderbeg rentre en Albanie en 1462, il trouve son pays épuisé. 15 ans de guerre continue ont ravagé l'économie. L'agriculture est en ruine. La population a été décimée par les combats et les raids ottomans. Les forteresses tiennent bon, mais le pays autour d'elles est un désert. La Ligue de Légeux, cette alliance de princes albanais créée en 1444, commence à se fissurer. Certains nobles meurent sans héritier clair. D'autres se disputent pour des questions de territoire. Leke Dukakjini, l'un des plus puissants princes albanais, a une relation compliquée avec Skanderbeg, oscillant entre alliance et rivalité. En 1463, la trêve avec les Ottomans expire. Mehmed II, qui n'a jamais abandonné son rêve de conquérir l'Albanie, lance une nouvelle offensive. Cette fois, la guerre sera encore plus brutale. Le sultan emploie des tactiques de terre brûlée visant à affamer les forteresses albanaises. Skanderbeg, maintenant dans la soixantaine, continue à se battre. Il remporte encore des victoires en 1465 et 1467. Mais le temps fait son œuvre. Le héros vieillit. La malaria, endémique dans les plaines albanaises, l'affaiblit. Les années de campagne, de nuits passées dans les montagnes, de blessures accumulées, tout cela prend son tribut. En 1466, Mehmed II assiège personnellement Krujë, la forteresse de Skanderbeg.
Le sultan amène une armée massive et les armes de siège les plus modernes de l'époque. Mais même en l'absence de Skanderbeg, qui combat ailleurs, la forteresse tient bon sous le commandement de son lieutenant de confiance, Tanouch Topia. Le siège échoue et Mehmed II doit se retirer. Mais il laisse derrière lui la forteresse d'Elbasan, construite spécialement comme base avancée pour de futures invasions. L'étau se resserre autour de l'Albanie. Le 17 janvier 1468, Gjergj Kastrioti Skanderbeg meurt dans la ville d'Alessio. Il a environ 63 ans. Les causes exactes de sa mort sont débattues, fièvre, malaria ou simplement l'épuisement d'une vie entière passée en guerre. Avec la mort de Skanderbeg, l'âme de la résistance albanaise s'éteint. Son fils Gjon, celui-là même dont la naissance avait provoqué la trahison de Hamza, n'est qu'un enfant. Il n'a ni l'expérience, ni le génie militaire de son père. Leke Dukakjini tente de continuer la lutte, mais sans Skanderbeg pour unir les princes albanais, la Ligue de l'Aiseux se désintègre rapidement. Les Ottomans voient leur chance. Ils lancent invasion après invasion. Une à une, les forteresses albanaises tombent. Krujé, la citadelle imprenable qui avait résisté à tant de sièges, tombe finalement en 1478, 10 ans après la mort de Skanderbeg. Les défenseurs, voyant que tout est perdu, négocient une reddition honorable et partent pour l'Italie. En 1501, la dernière poche de résistance albanaise est écrasée. L'Albanie devient officiellement une province ottomane et le restera pendant plus de 400 ans. Mais la légende de Skanderbeg ne meurt pas. Elle survit dans la mémoire collective albanaise comme un symbole de résistance contre l'oppression. Des siècles plus tard, quand l'Albanie retrouvera son indépendance en 1912, c'est l'aigle à 2 têtes de Skanderbeg qui ornera le drapeau national. La bataille d'Albulena du 2 septembre 1457 reste l'un des plus grands triomphes militaires de l'histoire médiévale. Sur le plan tactique, c'est un chef-d'œuvre. Skanderbeg a réussi ce que peu de généraux ont accompli. Vaincre un ennemi 8 fois supérieur en nombre en utilisant l'ingéniosité plutôt que la force brute. Sa stratégie de dispersion totale de son armée pendant 3 mois, puis de rassemblement secret et d'attaque surprise, est étudiée dans les académies militaires comme un exemple de guerre psychologique et de guérilla. Il a transformé sa faiblesse numérique en avantage en forçant l'ennemi à attendre, à douter, à baisser sa garde. Skanderbeg a compris que face à un ennemi qui connaissait toutes ses tactiques habituelles, il devait inventer quelque chose de radicalement nouveau. Cette capacité d'adaptation est la marque des plus grands chefs militaires de l'histoire. Mais au-delà de l'exploit militaire, Albulena représente quelque chose de plus profond. C'est la victoire d'un petit peuple qui refuse de se soumettre face à un empire qui semble invincible. C'est la preuve qu'un chef inspiré, avec des hommes motivés et une stratégie brillante, peut défier les lois de l'arithmétique militaire. Skanderbeg n'a pas sauvé l'Albanie à long terme. Après sa mort, son pays a fini par tomber. Mais il lui a donné 25 années de liberté supplémentaire. 25 années pendant lesquelles les Albanais ont vécu libres plutôt qu'asservis. 25 années qui ont gravé dans la pierre l'identité nationale albanaise. Et ces 25 années ont eu un impact bien au-delà de l'Albanie. En bloquant l'expansion ottomane vers l'ouest, Skanderbeg a donné du temps aux royaumes italiens et à la Hongrie pour se préparer. Chaque année que les Ottomans passaient à essayer de conquérir l'Albanie était une année où ils ne pouvaient pas attaquer ailleurs. Plusieurs historiens ont calculé que sans Skanderbeg, les Ottomans auraient pu conquérir l'Italie et menacer le cœur de l'Europe chrétienne dès les années 1450 ou 1460. Au lieu de cela, ils ont été bloqués dans les Balkans pendant des décennies, perdant l'élan qui aurait pu leur permettre de déferler sur l'Europe. La bataille d'Albulena symbolise le point culminant de cette résistance, le moment où le héros albanais, acculé, trahi, sous-estimé, a prouvé une dernière fois qu'il restait le maître incontesté de l'art militaire dans les Balkans. L'histoire retiendra que le 2 septembre 1457, sur les plaines d'Ujebarda, au pied du mont Tumenishta, environ 10 000 Albanais ont écrasé 80 000 Ottomans. Les chiffres exacts peuvent être débattus, peut-être 15 000 Albanais contre 70 000 Ottomans.
ou 8000 contre 60 000. Mais l'essentiel reste, c'était une victoire impossible, qui est pourtant devenue réalité. Cette journée a prouvé que Skanderbeg méritait son surnom d'Iskander Bey, Seigneur Alexandre. Comme Alexandre le Grand, plus de 1000 ans avant lui, il avait accompli l'impossible et gravé son nom dans l'histoire avec des lettres de feu et d'acier. Et quand les soldats albanais sont rentrés chez eux après cette bataille, portant le butin ottoman et les bannières capturées, ils ont chanté des chansons qui se transmettront de génération en génération. Des chansons qui racontaient comment leur aigle à 2 têtes avait dévoré l'armée du sultan. Des chansons qui promettaient que même si l'Albanie tombait un jour, l'esprit de résistance de Skanderbeg ne mourrait jamais. Et ils avaient raison. Cet esprit survit encore aujourd'hui, plus de 5 siècles plus tard, dans chaque Albanais qui refuse de se soumettre, dans chaque Albanais qui se souvient que ses ancêtres ont tenu tête au plus grand empire de leur époque. La bataille d'Albulena n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une déclaration. Nous existons, nous résistons et nous ne disparaîtrons jamais.